Bon, je vais continuer. Je vais continuer, Inch'Allah, la suite. Donc, je n'ai pas vu réagir les collègues qui sont là, ou à moins que sur mon écran, ce n'est pas visible. Donc, nous avons ici les 4 ordres d'enseignement. Et à chaque fois, nous avons la classe et puis l'enseignant et des élèves, comme d'habitude. Puis, dans chaque classe, un contenu est enseigné. Mais derrière tout ça, nous avons le conseiller pédagogique, qui est cette personne vraiment, le conseiller pédagogique, qui est cette personne qui accompagne les enseignants. Voilà le point commun. On peut en trouver plein, d'accord? Mais là où nous voulons en venir, c'est que le conseil pédagogique est en perpétuel accompagnement avec l'enseignant dans le but d'améliorer les pratiques journalières et dans le but aussi de favoriser la réussite de nos élèves. Tel est le travail que nous faisons tous les jours. Alors maintenant, nous passons à cette slide vraiment. On va essayer d'écrire dans le chat qu'est-ce qu'on observe dès que vous rentrez dans une classe. Quand vous observez une classe, que regardez-vous en premier? Donc, consigne donnée, c'est écrire un mot dans le chat. Juste un mot. Ce que je regarde en premier, dès que je sois dans une classe. Oui. On peut demander la parole pour vraiment dire... Oui. Oui, vas-y, Raha. Salam alaikum. Salam, Raha, vas-y. Le chat n'est pas disponible, mais pour moi, c'est ce que j'ai compris maintenant. J'ai consulté, j'ai vu que ce n'est pas disponible. Je ne sais pas ce qui a pu couper, mais quand même, on peut aussi se parler et voilà, prendre la parole aussi. On peut utiliser l'autre alternative. Ouais. Donc, pour moi, la première chose qu'on observe que j'observe dans une classe, c'est si le tableau est propre et s'il a la date. Si elle a? S'il a la date et si le tableau est propre. Si le tableau est propre et si? Il y a la date, il y a la date. Il y a la date du jour, très bien, très bien. Quelqu'un d'autre peut... La date du jour. La date du jour, très bien. Quelqu'un d'autre peut se prononcer encore? Merci Roha, merci Roha. C'est ta façon de voir. Merci de l'avoir dit aussi. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole? L'objectif. Et la séance. C'est Safa? Merci Safa. Oui, oui. L'objectif de la séance, d'accord. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut voir encore? Oui, salam. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, madame. Vas-y. Merci. Dès qu'on rentre dans une classe, à mon avis, il y a plusieurs facteurs qu'il faut décrire. Donc, dès qu'on rentre, on peut, l'hygiène de la classe, par exemple, la disposition aussi de table aussi, la propreté de la classe, on peut le décrire. Hein? Mais lorsqu'on débute à suivre une séance aussi, à partir de là, la propreté de la tableau et la date, si les tableaux sont écrits, par exemple, sont bien d'abord effacés, s'il y a d'autres écritures, telles que si l'enseignant arabisant a quitté et que l'enseignant commence à travailler parallèlement, parce qu'il a l'obligation d'effacer tous les écrits précédents. Merci Nour. Juste, c'est bien d'élargir un peu la réflexion sur ce que j'observe. Mais en un mot, peut-être quelqu'un d'autre peut dire ce qu'il observe. Oui, salam alaikum. Vas-y, prenez la voix. Je vous écoute. Vas-y, par-dessus ça.
Oui, je vous écoute, cher Fardoussa, vous m'entendez? Oui. Oui, Fardoussa. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Ibtihal. C'est Ibtial. Ah, il y a une autre personne qui lève le doigt. Ah, d'accord. Vas-y, Ibtial. Voilà, quand je rentre dans une classe, la première chose à voir, si les enfants sont vraiment en activité et s'il y a vraiment apprentissage dans la classe. Et les Très enfants bien. sont calmes. Très bien. Que Je passe très bien, Ibtihal. Merci. Je passe la parole à Fardoussa. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Fardoussa. Alors, quand on est dans une classe, forcément, ce qu'on observer les apprentissages qui ont lieu à ces moments précis. L'enseignant est en plein travail avec ses enfants. Donc, si on se met dans cette peau de conseiller pédagogique, le conseiller pédagogique, dans un premier temps, il est là pour observer comment cette passation, ce transfert d'apprentissage aura lieu. Très bien. Et à travers ça, il va observer les comportements de l'enseignant vis-à-vis vers ces élèves-là à qui il va transmettre un contenu didactique. Très bien, merci Fardoussa. Si nous nous arrêtons sur ces quelques réponses-là, nous voyons que déjà vos observations vont de l'espace, c'est-à-dire tout ce qui est organisationnel, et puis c'est centré aussi sur les apprentissages, centré sur l'enseignant aussi, je vois. Ce que l'enseignant doit enseigner, donc on fait allusion aux élèves aussi. Merci de vos réponses. Alors, observer une classe ne consiste pas à comment dirais-je, à regarder l'enseignant seulement, mais à analyser du système comment dirais-je, d'apprentissage. Alors, nous allons… Je peux répondre aussi une nouvelle fois, s'il vous plaît, chef. Il y a aussi, bon, oui, comme j'avais dit, il y a plusieurs facteurs. Là aussi, dès qu'on rentre dans une classe, donc on peut aussi décrire à partir des affichages didactiques sur le mur. Les affichages didactiques sur le mur aussi. Bien sûr, pour la base, oui. Alors, lorsque nous arrivons dans une classe, on est nombreux, on est du préscolaire au moyen secondaire, donc nos regards sont différents selon le niveau. Et ce que nous observons diffère également. Nos regards sont légitimes, mais vont rester différents. Alors, je vais vous poser cette question maintenant. J'espère que tout le monde va encore. Donc là aussi, on va essayer de prendre la parole. Comme tout à l'heure, vous avez dit, le chat ne fonctionne pas. Moi aussi, je suis en train de chercher. Je n'arrive pas à le cibler. Donc, on va essayer de prendre la parole comme tout à l'heure aussi pour vraiment, exactement pour répondre à cette question. Comment analyser une séance de manière objective et partagée, quel que soit le niveau? Donc, on va essayer de réagir très rapidement et de donner d'une manière très rapide un mot, une courte phrase même. Hein. C'est une question très importante déjà pour notre métier. Je vous laisse lire la question, préparer la réponse et je vous écoute après. Merci, chers collègues. Oui, Madame l'inspectrice, toujours le chat n'est pas disponible. Oui, mais essayez de prendre la parole, j'ai dit. Ibtihal, on peut demander la parole. J'ai essayé de voir moi aussi, bon, le problème technique. Tout à l'heure, avant que je commence, ça fonctionnait. Puis d'un coup, maintenant, je vois que ça ne fonctionne pas. Peut-être j'ai dû toucher un autre bouton. Mais pour l'instant, on peut prendre la parole et pas grave si ça ne marche pas. On peut prendre la parole. Oui, on peut. Bien sûr, merci Rafa. On peut prendre la parole. Ce que je dis, c'est plus parlant et plus interactif, moi, je trouve. Exactement. Comment on va analyser cette situation, une séance de classe, d'une manière qui soit vraiment objective et partagée. Vas-y, Madina. Madina demande la parole. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très rapidement, moi j'aurais peut-être dit que la grille d'observation
Les enseignants l'ont déjà, la grille que je vais utiliser. Oui. Donc, on a le même critère. En fait, ils se sont auto-évalués avec ces critères avec lesquels je vais les observer. Donc, j'observe de manière objective ces critères. Après, lors de l'entretien, je leur dis, voilà ce que j'ai observé de ta séance. Est-ce que tu es d'accord? Et puis après, si on est d'accord, on discute de comment améliorer les points à améliorer. Et voilà, on les fait d'abord sur les points forts et ensuite on essaye de trouver les moyens d'améliorer les points qu'ils doivent travailler. Oui. Voilà. Merci Madina. Merci chère Madina. Merci chère Madina. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la parole, on avance. Bon, d'accord. Notre collègue Madina déjà a souligné l'utilisation des grilles. Donc, utiliser des grilles peut se faire aussi. On peut partager les points de vue entre observateurs aussi, parce que des fois, on est plusieurs à observer, on est amené à être plusieurs et à observer la même situation. Donc, une analyse objective, elle repose également sur des indicateurs qui soient partagés, comme Madina l'a souligné, en disant que ces critères qui composent ma grille, ceux que je vais observer le connaissent déjà, ils se sont déjà évalués là-dessus, et c'est quelque chose qui était déjà préétabli. Comme je prends un exemple, ce qu'elle vient de dire, mais je reviens que lorsqu'une analyse est objective, parce qu'elle repose sur des indicateurs partagés, qui soient centrés sur l'activité réelle des élèves, et non vraiment sur des impressions, pas sur des impressions. Donc, maintenant, je vais vous montrer une situation des classes, et vous allez essayer de trouver qu'est-ce qui arrive. Là également aussi, on ne peut pas écrire dans le chat, comme vous le constatez, vous prenez la parole, et d'ailleurs, c'est plus rapide aussi. On a une situation de classe. L'observation a été déduite de cette classe, de l'observation de cette classe. L'enseignant explique longtemps, peu d'élèves participent, il donne directement les réponses. Alors, pour cette classe, qu'en est-il des élèves? Que se passe-t-il pour les élèves? Là aussi, je vous laisse regarder, réfléchir. D'accord. Oui, Madina? Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Excuse-moi, Madina. Vas-y, prends la parole. Je n'avais pas demandé la parole. Mais j'ai vu la main levée. Vas-y. J'ai vu une main verte. C'était celle de tout à l'heure qui est restée. Fardoussa qui lève la main, je vois maintenant. Vas-y, Fardoussa. Oui, alors, si on essaie d'analyser cette situation, on peut dire qu'il n'y a pas, l'interaction entre les élèves et l'enseignant est faible. Est faible, oui. C'est ça, je trouve qu'il y a une certaine interaction entre l'enseignant qui est là pour guider sa séance et les élèves. Donc, cette interaction-là, elle est faible. Oui. Et c'est du modèle, parce que c'est marqué, il donne directement la réponse. On peut dire que c'est un modèle transmissif. Transmissif, oui. Transmissif, l'enseignant transmet son savoir sans tenir compte de ses élèves. De ses élèves, des difficultés. Très bien, merci. Ce qui est senti, ce qu'on ressent ici sur cette observation, ce qu'on peut observer, c'est qu'il a passé son temps à expliquer ce qu'il y a eu, ce qui crée une baisse de l'engagement chez les élèves, pas de construction de la part de l'élève aussi. Et aussi, quand on voit, il y a peu d'élèves qui participent dans cette classe, c'est-à-dire l'enseignant, il ignore le reste et vraiment, il travaille avec ceux qui se sentent à l'aise pour continuer. Donc, ce n'est pas le temps d'explication qui fait apprendre, mais le temps d'activité des élèves. Donc, ici, les élèves ne sont pas suffisamment engagés dans la construction de savoir. Alors, si on a des situations pareilles,
comment ajuster ces gestes pour rendre les élèves vraiment actifs. C'est ce que nous allons voir. On doit analyser ces genres de situations. Mais avec quel repère on va analyser et sur quoi on va se baser pour conduire notre analyse. Pour que ça soit quelque chose de partagé, que ce soit quelque chose d'objectivable, que ce soit… Donc, voilà, j'attends un peu votre réaction aussi, sinon je passe sur le contenu. J'ai une autre slide à montrer. Là, quand on part dans une classe, on a certainement, vous avez vos grilles, comme disait notre collègue Madina. Mais notre analyse qu'on va porter, elle va s'appuyer sur quoi, par exemple? Oui, oui, Fatia. Je vous demande la parole. Une minute. Une minute. Tu peux partir et claquer la porte. Et là. Excusez-moi, j'étais en train de former la porte, excusez-moi. Chers collègues, il y a quelqu'un qui a demandé la parole? D'accord. Il y a un micro qui fait des bruits, s'il vous plaît. Le micro de Fatia, ça? Alors, revenons sur cette slide. Pour analyser une séance, on avait dit tout à l'heure qu'il ne faut pas, ça ne se repose pas sur des impressions, mais sur des repères qui soient objectivables et partagés. Donc, il faut des faits qu'on observe, et des repères. Et certainement, ce que quelques collègues avaient dit ça au début, une focalisation sur les apprentissages également. Alors, pour cela, nous avons besoin d'un cadre qui va nous conduire vers un langage professionnel, mais qui soit commun. Et nous avons besoin de ce cadre d'analyse qui soit partagé. Alors, avant d'annoncer ce cadre-là, nous allons vraiment dire d'où vient ce cadre d'analyse. Ce cadre d'analyse vient d'où? Donc, avant de présenter ce cadre d'analyse, une question reste essentielle, c'est-à-dire d'où vient ce cadre d'analyse? Est-ce que c'est un modèle théorique isolé? Est-ce que c'est un outil construit à partir de recherches solides? Alors, nous allons voir plusieurs blocs ici, de la didactique, la psychologie sociale, aux interactions du langage, à la psychologie cognitive, la sociologie, la recherche scientifique. Donc, chaque bloc représente ici un regard scientifique sur la classe. Et enfin, nous avons la didactique professionnelle, les recherches de Pastré et de Vergniaud. Alors, nous avons par exemple la didactique qui consiste à expliquer et à faire des recherches sur ce qu'on enseigne et comment on structure les savoirs. De l'autre côté, vous avez juste à droite et en haut la psychologie cognitive qui nous montre comment les élèves vont apprendre. Le langage, très important pour que les enfants puissent construire le sens grâce aux échanges. De l'autre côté, c'est la sociologie qui se penche sur le rapport au savoir et les inégalités qui peuvent en découler. Alors, ça traite pourquoi tous les élèves ne réussissent pas de la même manière. Enfin, nous avons ce que fait réellement l'enseignant en situation dans la didactique professionnelle. Mais vous allez voir que les modèles dans lesquels nous sommes en train de le faire, c'est-à-dire le modèle inspiré de Bucheton, c'est le multi-agenda. Et le multi-agenda montre vraiment que c'est un cadre pour analyser la complexité de la classe. Alors, chaque discipline, là maintenant, comme on avait vu chaque bloc, chaque discipline,
Salam alaikum, on n'entend rien. Oui, ça fait alaykoum salam. Moi aussi, j'entends rien pour l'instant. Là, vous avez un tableau assez important, consistant, qui comporte plusieurs courants, toutes les recherches scientifiques axées sur la classe. Mais là, il ne s'agit pas de tout lire. Ce tableau montre une chose essentielle, c'est que chaque courant a apporté quelque chose, mais vraiment, ce qui se fait sentir, c'est aussi ses limites. Donc, aucun courant ne suffit à lui seul pour analyser la classe. Chacun des courants que vous avez ici, de la didactique disciplinaire à l'approche située dans l'action, des recherches de Brunner et de Goffman, ça montre que chacun éclaire une partie, mais laisse quand même des zones aveugles. Par exemple, si nous prenons, j'avais prévu quelques exemples, mais on va se résumer sur un exemple, je pense. La psychologie cognitive explique l'apprentissage. Essayez d'aller sur la première colonne et ligne 2. La psychologie collective, recherche de Vygotsky et de Clermont, ça explique l'apprentissage, mais ça reste centré sur l'individu. Pour la sociologie, par exemple, ça explique les inégalités, mais donne peu d'outils concrets pour agir en classe. On comprend mieux, mais on ne peut pas encore agir efficacement. Alors, regardez maintenant la dernière colonne, au fond, la quatrième colonne, c'est la contribution au modèle du multi-agenda. Tous ces courants, toutes ces recherches scientifiques axées sur la classe ont contribué au modèle du multi-agenda. Et le multi-agenda va justement intégrer les savoirs, organiser l'étayage, prendre en compte les interactions. Là, c'est la psychologie sociale. Quand il intègre les savoirs, c'est celle de la didactique qui rentre en jeu. Quand il organise l'étayage, c'est la psychologie cognitive qui entre en jeu. Il doit intégrer le langage et les inégalités pour pouvoir travailler sur le sens, pour construire les échanges. Les échanges vont permettre dans une classe à construire le savoir ou à affiner la situation dans la classe et prévenir les inégalités qui peuvent en découler. Alors, donc on ne pourra pas lire tout ce tableau-là, mais on va essayer de se résumer à ça. L'idée ici est de comprendre que tous ces courants ont pu apporter quelque chose pour suivre la classe, mais ont laissé des zones vraiment aveugles et ont montré également leurs limites. Donc, mais le multi-agenda, lui, arrive en combinant tout cela, tous ces courants et nous permet vraiment d'avoir une analyse parfaite. Alors, ce cadre-là, pour analyser l'agir, c'est le geste professionnel. Si analyser la classe nécessite de croiser déjà plusieurs regards, alors notre point d'entrée, c'est l'agir enseignant. Le geste professionnel permet d'observer concrètement comment l'enseignant agit pour, comment dirais-je, faire apprendre et comment dirais-je, comment l'enseignant agit pour faire apprendre les élèves. Donc, nous allons maintenant utiliser ce cadre-là, déjà l'objectif aussi de notre formation. Nous allons, à l'issue de ce cadre et de ce qu'on vient de comprendre jusqu'à là maintenant, on doit comprendre, ça va nous permettre de comprendre le modèle d'abord, et c'est l'objectif et le but aussi, de comprendre le modèle des gestes professionnels, de les repérer, de les interpréter en classe, d'analyser leurs effets sur les apprentissages et de mobiliser ce cadre pour améliorer le conseil pédagogique. Alors, on va aller un peu plus vite. Qu'est-ce qu'un geste professionnel? Ben, le geste professionnel, je vous donne une définition assez simple. C'est une action pédagogique que l'enseignant réalise pour faire apprendre les élèves. Là, il est amené, vous avez plein de verbes d'action ici. L'action que l'enseignant
même dans la classe. C'est à expliquer, c'est à questionner, c'est à encourager, c'est organiser la séance, c'est prévoir, gérer les imprévus. Donc, c'est ça le geste professionnel qu'on observe. Alors, ce modèle de Dominique Bucheton dont il est question cet après-midi, pourquoi ce modèle? D'abord, ce modèle, c'est l'enseignement d'abord qui est une activité de pilotage en temps réel. L'enseignement étant une activité de pilotage en temps réel, ce n'est pas une activité différée. De l'autre côté, nous avons l'enseignant qui vraiment gère des imprévus, des incidents critiques. Et le rôle du conseiller consistera à comprendre la cohérence des choix de l'enseignant plutôt que de juger sa performance. Alors, l'agir enseignant sur lequel on va baser notre observation est un ajustement permanent également. Alors, nous observons, d'abord avant de quitter le modèle de Bucheton, il est utilisé parce qu'il permet de passer d'une observation plutôt descriptive à une analyse, comment dirais-je, professionnelle, qui soit fine et qui soit centrée sur les gestes de l'enseignant et quand même l'impact sur les apprentissages des élèves. Ce n'est pas le plaisir de voir les actions qu'il fait, mais notre objectif réside dans ce qu'il fait et ce que ça fait sur les apprentissages des élèves. Et tout en offrant quand même un cadre d'accompagnement et de développement professionnel par la suite à notre enseignant. Désolé les chers collègues. Alors, observer l'enseignant, depuis que nous avons commencé cet après-midi, nous parlons qu'on observe l'enseignant. Mais aussi, nous devons observer les élèves. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites. C'est votre quotidien de tous les jours. Alors, pour les élèves, nous devons aussi chercher quel genre de posture peuvent avoir ces élèves-là vis-à-vis ce que l'enseignant donne comme apprentissage, vis-à-vis les actions menées par cet enseignant, vis-à-vis l'évolution de la situation. Donc, nous avons les postures des élèves. Nous avons une première posture des élèves qui est peu favorable aux apprentissages. Nous avons des élèves qui sont passifs, d'autres élèves qui sont en retrait, d'autres qui évitent vraiment de travailler. Et dès que l'enseignant, surtout à la base, je ne sais pas les grandes classes, mais surtout à la base, quand l'enseignant propose une activité, ben, certains demandent d'aller aux toilettes, juste pour éviter à ce que l'exercice soit fait, juste lorsqu'il y a une correction à faire pour que l'enseignant ne l'envoie pas au tableau. En tout cas, c'est un enfant qui évite de travailler. Et ces genres de postures ne sont pas favorables à l'apprentissage. Nous avons également d'autres postures qui sont vraiment intermédiaires et qui méritent d'être évoluées aussi. C'est seulement au niveau des élèves qui sont en imitation, qui travaillent dans l'automatisme. Il y a des élèves qui travaillent dans la conformité. L'enseignant, il a demandé est-ce qu'on a la boîte de géométrie, est-ce qu'on a le cahier, le livret de mathématiques, est-ce qu'on a… Et puis voilà, il met tout sur la table, mais au fond, et cet enfant ne fait pas grand-chose. Mais c'est un enfant qui cherche à avoir la paix sociale dans la classe. Nous avons également encore l'élève en dépendance qui continuellement est derrière l'enseignant, qui ne lâche pas l'enseignant, qui, même jusqu'à son bureau, jusqu'au tableau, jusqu'à la porte, jusqu'au fond de la classe, on a certains élèves qui ont cette posture et qui, à chaque fois, sont collés à l'enseignant. Nous avons une autre posture, finalement. Cette posture est vraiment favorable à l'apprentissage. C'est tendre vers ces postures que notre accompagnement doit vraiment travailler autour. Il s'agit d'avoir des élèves vraiment engagés, des élèves en réflexion, des élèves en tâtonnement, c'est-à-dire ils combinent plusieurs connaissances ou plusieurs compétences pour créer ou pour transférer ou pour travailler en autonomie. Et c'est ce genre de posture que nous voulons vraiment que les gestes de l'enseignant doivent vraiment créer des élèves de ce type. Alors, observer une classe, ce n'est pas voir les élèves actifs, c'est analyser vraiment leur posture face au savoir. Et souvent, ce n'est pas une critique, chers collègues, mais souvent, on peut voir une conclusion qui dit les élèves sont actifs, l'enseignant fait bien sa classe, sans pourtant donner des précisions sur ces postures d'élèves.
je ne pense pas que tous les élèves soient actifs. Vraiment, on peut trouver des postures qui varient, même dans la classe. Le niveau est hétérogène. On peut trouver des postures vraiment qui varient du passif à l'imitation, à l'élève engagé. Donc, c'est à nous de voir, d'observer, de regarder, de demander à ces élèves-là, à cet enseignant-là, de l'accompagner. On constate un problème, on l'analyse et on va donner un conseil vraiment qui soit efficace pour que ce genre de situation ou ce genre de posture se corrige, Inch'Allah. Alors, pourquoi observer les gestes professionnels? Pourquoi observer? C'est tout simplement, observer ne consiste pas seulement à regarder ce que fait l'enseignant, ça on l'a dit plusieurs fois, mais on doit comprendre. On doit comprendre les choix pédagogiques, les interactions, c'est quel degré, et comment les enfants interagissent face au savoir. Même des fois, on a l'enseignant cet enseignant transmissif, vraiment qui ne fait que donner lui-même et qui laisse peu de place aux élèves. On n'a pas aussi cette communication horizontale dans la classe, la communication reste verticale. Elle n'est pas horizontale aussi, les élèves ne discutent pas, il n'y a pas d'interaction même entre les élèves pour pouvoir vraiment améliorer leur collaboration ou améliorer vraiment leur vocabulaire aussi. Hein. Le langage, c'est une seconde langue, c'est qu'ils apprennent, ils ont une surcharge cognitive, nos élèves. Sur cette slide, vous voyez que les gestes de l'enseignant influencent aussi les postures des élèves. Si nous avons un enseignant qui explique longtemps, mais automatiquement, l'élève, il reste dans la passivité. S'il questionne énormément, attire l'attention des élèves, mais là, la classe est active, l'élève reste actif. Et quand il guide, il leur donne des pistes pour travailler, sans pour autant leur donner la solution, nous arrivons vers un cadre où les élèves sont en réflexion. Toujours étant dans le multi-agenda, là, vous avez une main qui tient quelques sphères, et ces sphères représentent des dimensions pédagogiques, et ça explique que l'enseignant et ses jongleurs, si on peut utiliser ce terme-là, comme au cirque, le jongleur qui travaille soit avec les balles, soit avec les machins, sans vraiment se soucier, il va d'une cuillère à l'autre, si on peut dire, l'objet qu'il utilise. Et là, nous avons l'enseignant qui, d'un côté, ça montre que l'enseignant ne fait pas une seule chose à la fois. Il pilote plusieurs dimensions simultanément. Donc, enseigner, c'est à la fois guider les apprentissages, gérer la classe, installer un climat favorable pour le travail, ou bien travailler les savoirs et, et créer vraiment un lien entre ce qui se fait dans la classe et le quotidien, ou bien, c'est-à-dire le vécu des élèves, ou bien les séances entre elles-mêmes. Donc, toute la difficulté du métier, c'est justement d'articuler ces dimensions en même temps que l'enseignant fait sa séance, mais simultanément, il est en train de passer du savoir à l'atmosphère, au pilotage, à l'étayage et au tissage. C'est cette complexité alors que le multi-agenda permet de rendre visible et aussi, si je puis dire, analysable. Ici, ça parle toujours du modèle du multi-agenda. Ici, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas chaque élément. Nous avons plusieurs hexagones ici qui comportent des informations ainsi que des pictogrammes parlantes, mais il s'agit de comprendre le fonctionnement global. L'enseignant agit, comme je disais tout à l'heure, sur plusieurs dimensions, et surtout, ce qu'il faut comprendre dans cette slide, ces dimensions sont interdépendantes. Et ajustement, il y a un ajustement, permanent aussi. Par exemple, si nous prenons un cas très simple, un exemple, si le climat change, c'est-à-dire la tension de la classe devient vraiment stricte, trop rigide, l'enseignant instaure un climat difficile, mais tout d'un coup, l'apprentissage change aussi.
les élèves qui étaient en confiance et voilà, qui travaillaient, qui étaient très à l'aise dans la prise de parole ou dans la prise des exercices, la situation en tout cas changera. Si par exemple l'étayage, quand il commence à expliquer pour que les élèves puissent comprendre, si cette partie ne réussit pas et que c'est faible, mais tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Mais les élèves décrochent. Et dans les classes, on observe des élèves qui feuillettent les livres, qui regardent d'autres pages, soit qui sont dans leur sac, qui fouillent des choses, c'est-à-dire qu'ils se font d'autres activités que de suivre l'enseignant. Donc, enseigner, vraiment, c'est gérer un système qui est en mouvement. Alors, sur cette slide, maintenant, pour pouvoir analyser concrètement cette complexité, on a besoin d'un modèle qui soit structuré. Ce modèle simplifie ce système en 5 gestes, en 5 grandes préoccupations que l'enseignant gère en permanence. Au début, nous avons la zone verte, c'est le contenu d'enseignement, c'est le contenu d'apprentissage, les savoirs visés, la notion du jour à faire passer. Puis l'enseignant ne reste pas là, il doit piloter ces tâches-là. Il doit travailler sur les contraintes. Il doit avoir une organisation spatiale et temporelle structurée. Et il doit vraiment suivre aussi l'évolution de sa, comment dirais-je, de la situation de la classe. Puis, de l'autre côté, il doit travailler sur l'atmosphère aussi. Tous les gestes sont interdépendants, on avait dit. Il doit créer un climat favorable pour que les élèves puissent être très à l'aise pour prendre la parole, pour parler, pour poser des questions, pour chercher, pour dire même s'ils n'ont pas compris. De l'autre côté, à l'opposé, vous avez l'étayage. L'étayage aussi, qui va nous permettre de voir comment l'enseignant aide l'élève à comprendre. Donc, quelles sont les procédures d'aide proposées par cet enseignant, quelles sont les fonctions de tutelle qu'il met en place. Voilà les gestes qu'on va observer sur ces gestes-là. Et enfin, c'est le tissage. Ça doit donner, le tissage doit permettre aux élèves de donner du sens à la situation et au savoir visé. Ces liens qu'on tisse entre ce qui se fait en classe et dehors, entre ce qui se fait dans cette séance et qu'on avait vu il y a 2 semaines c'est là, ou il y a 3 semaines c'est là, c'est ça qu'on appelle aussi le tissage et que l'enseignant doit veiller à ça. Donc, ce modèle travaille sur ces 5 grandes préoccupations que l'enseignant doit gérer en permanence. Maintenant, je vous laisse observer comment ces gestes-là fonctionnent. Voilà, très bien. Les gestes professionnels fonctionnent ensemble. Il n'y a pas une action qui se fait d'une manière isolée. Le tout forme un système interdépendant, dynamique et en interaction permanente. Alors là, maintenant, dans cette partie du reste des slides, je vais essayer de montrer geste par geste quel est le rôle et quelques exemples pour vraiment dire que ça, c'est du pilotage. Ici, nous avons le geste du pilotage. Le rôle, c'est organiser la séance. Quelques exemples, quand l'enseignant annonce l'objectif, quand il donne les consignes, quand il gère le temps, la classe, tout ça, ça reste autour du geste de pilotage. Nous arrivons au geste d'étayage qui consiste à aider les élèves à comprendre. Alors, l'enseignant, que fait-il? Tout le temps, vous avez des verbes d'action aussi. Il doit questionner, reformuler, guider la réflexion, utiliser un matériel, comme l'image que nous voyons ici. Utiliser un matériel, permettre aux élèves de comprendre à travers la manipulation, par exemple. Le geste de tissage, ici, c'est faire des liens entre les connaissances. Ça peut aller même dans le quotidien des élèves, les vécus, quand on parle des vacances. Par exemple, utiliser l'élève pour lui poser la question s'il est déjà parti où. Lorsque les enseignants travaillent sur la production écrite, c'est l'exemple que je prends pour la base. Hein. Donc, créer ces liens en permanence permettent à l'élève de ne pas avoir des apprentissages ou des connaissances vraiment isolées, mais donne du sens à une continuité de choses apprises.
Le geste d'atmosphère, très important, qu'il ne faut pas omettre, c'est créer un climat favorable aux apprentissages. Et là, dans ce geste-là, l'enseignant, continuellement, il encourage les élèves. Il valorise les efforts. Il connaît les élèves qui étaient faibles, qui viennent de dépasser ce cap de difficulté. Il faudra toujours vraiment valoriser les efforts des élèves. Et des fois, nos élèves en difficulté, c'est ça qui leur manque. Plus on considère un peu leur cas, plus on se penche un peu sur ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ils ont tout de suite, l'estime de soi est retrouvée. L'enfant est en confiance. Et c'est un déclic après. Et donc, l'atmosphère est très importante. Que l'enseignant soit vraiment avec ses élèves et que ce ne soit pas cette personne frontale qui reste à côté du tableau et qui n'est pas proche des élèves. Enfin, nous avons le geste de savoir. C'est mettre en avant les contenus d'apprentissage. Le rôle de ce geste, c'est de formaliser, de mettre en avant les contenus d'apprentissage. C'est quoi ça? Et, par exemple, expliquer une règle de grammaire, expliquer une notion mathématique, expliquer, voilà, selon les niveaux d'ordre d'enseignement, les contenus diffèrent, on avait dit, et si l'enseignant passe son temps à expliquer telle ou telle autre formule, ben, il est en train de mettre en avant le contenu d'apprentissage et formaliser une synthèse. Voilà, faire le résumé après avoir travaillé sur la géographie, sur quelques documents, par exemple, voilà, tirer une synthèse qui dit, voilà, telle année, il y a eu ça, telle année, on en tire ceci. Voilà, retrouver à travers comment dirais-je, les documents à observer et à interpréter, retrouver vraiment la synthèse recherchée. C'est ça qu'il faudrait mettre en place dans le geste de savoir. Alors, nous allons synthétiser maintenant ce schéma, ce modèle. C'est le pilotage, étayage, tissage, atmosphère et savoir. Ces gestes, comme nous l'avons dit depuis le début, quand on avait commencé à expliquer ces gestes professionnels de l'enseignant, l'agir qu'il faut suivre, c'est qu'ils agissent simultanément pendant la séance. Alors, enfin, nous terminons ici pour cette partie un tableau récapitulatif. Vous avez les gestes d'une part, le rôle que ça demande, chaque geste a un rôle, le rôle est défini. Et puis à la fin, nous avons des exemples qui vont vraiment nous conduire vers exactement qu'est-ce qui est fait quand on est dans ce genre de gestes-là. Quand on est dans les pilotages, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'enseignant est en train de mettre en avant, par exemple? Alors, les gestes professionnels ne se succèdent pas. Ils agissent simultanément pendant toute la séance. Ça, c'est ce qu'il faudra retenir à chaque fois. Là, maintenant, nous passons à une activité de classe. Désolée, comme j'ai prévu qu'on travaille sur le chat et je vois toujours que mon chat n'est pas disponible encore. Donc, on va essayer ici aussi d'aller, de demander la parole, hein, qu'on puisse aller très vite aussi parce qu'il y a plusieurs exercices à faire. La situation de la classe numéro 1, quel geste observez-vous? Répondez, demandez la parole hein, cette fois-ci. On a l'enseignant annonce l'objectif. C'est un premier point qui a été vu dans une classe et qui a été saisi. Un élève hésite, puis l'enseignant reformule la question. Le 3, il utilise du matériel. Le 4, il encourage l'élève. Alors, le 1, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est le P, que c'est le E, que c'est le T, que c'est le A ou que c'est le S? P étant pilotage, E étant étayage, T représentant tissage, A atmosphère et S savoir. Je vous laisse réagir, chers collègues. Pilotage le premier. Pilotage premier. Merci, Safa Abdou. Qui est d'accord avec Safa? Oui, Madina. Oui, Madina. Je suis d'accord avec Safa. Oui, très bien, merci. Un élève hésite. L'enseignant reformule la question. Là, il est dans... Étayage. Étayage, très bien, merci.
J'espère que les collègues qui n'ont pas réagi aussi, est-ce qu'ils sont du même avis que nos collègues? C'est pour ça que je voulais que vraiment qu'on saisisse sur chat, mais désolé, chers collègues, hein, désolé. L'essentiel, c'est que c'est pas un interrogatoire, mais c'est juste pour voir vraiment ce qu'on est en train de se dire, vraiment, est-ce qu'on a capté des choses? Alors, un élève hésite. L'enseignant reformule la question. On avait dit, étayage, merci. Il utilise du matériel. Qu'est-ce qui l'oblige à utiliser du matériel, cet enseignant? Oui, Fardoussa? En train de faire du tissage. Le matériel, quand tu Étayage. utilises du matériel, est-ce que tu penses que Étayage aussi. Le Étayage. savoir. Medina? Étayage aussi. Étayage aussi, parce que prenons le cas de comment dirais-je, les élèves quand ils travaillent en mathématiques sur la numération dans les petites classes, le passage à la dizaine. Donc, si l'enseignant n'a pas utilisé un certain matériel, mais la compréhension n'est pas là. Alors, et ce qu'on avait dit, le étayage aussi, c'est aider les élèves. Le rôle, c'était aider l'élève à comprendre. Donc, le matériel, voilà. Il encourage l'élève maintenant, il encourage l'élève. Alors, de ça, oui? Oui, en fait, moi, Non, je voyais oui, que oui. quand il prend un support concret, là, Hein? et qu'il est en train de faire avec ce support concret automatiquement, qui a forcément été utilisé dans la classe lors d'un savoir qui a été prochainement fait. C'est-à-dire, il n'y a pas longtemps, peut-être, cet enseignant a travaillé sur ces matériels, justement comme tu viens de prendre la dizaine, les passages à la dizaine et tout ça. Oui. Donc, c'est en quelque sorte, il peut y avoir un tissage entre ce savoir qui est actuellement en train de se faire et un savoir qui a été vu la semaine dernière. Et il est en train de tisser entre le savoir, mais à travers ça aussi, il peut faire un étayage et reformuler la question, Situation, par exemple. aider mieux l'enfant à comprendre le savoir qui sera mis en place dans la journée. Oui, mais quand on utilise un matériel, ce n'est pas forcément un tissage. Ce n'est pas forcément un tissage. Un matériel, ça a toujours aidé les élèves dans toutes les manipulations pour qu'on puisse vraiment comprendre quelque chose. Et si on est dans la compréhension des notions, on est toujours dans l'étayage. J'en de ça. Mais il encourage. Oui, mais ça peut tromper, mais pourquoi il utilise du matériel? Il allait seulement rappeler, dire que nous avons déjà vu la dizaine la dernière fois, on peut commencer, et sans utiliser de matériel. Pourquoi il utilise le matériel? C'est pour fluidifier la compréhension, pour qu'elle soit plus fine, voilà, pour qu'elle soit perçue, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, la dernière, le numéro 4, quelqu'un d'autre, pas Safa, pas Madina, pas Fardoussa, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Il encourage l'élève maintenant. Là, c'est l'atmosphère. Hein. Là, c'est l'atmosphère qui est ce qui parle déjà, qui avait parlé. Fardoussa toujours? Oui, c'est l'atmosphère. Ah, j'ai toujours le micro ouvert? Alors, ça, c'est l'atmosphère. Oui, j'ai entendu. Donc, c'est l'atmosphère. Voilà, ça, c'est la correction de ce qu'on vient de voir maintenant. C'est notre correction. Et un enseignement efficace qu'on doit retenir aussi sur cet exercice, c'est qu'un enseignement efficace mobilise plusieurs gestes professionnels. Ça, c'est ce qu'on doit retenir vu la situation qu'on vient d'analyser. Là, maintenant, aussi, on a quel est le geste professionnel qui semble insuffisant? Là aussi, j'avais prévu qu'on réponde dans le chat, mais désolé. Quand même, on va prendre la parole aussi. Et cette fois-ci, on pourra laisser la parole aux autres aussi. Hein. Merci les collègues Fardoussa, Safa, Madina Moumine. Merci, chers collègues. L'enseignant explique la leçon pendant plusieurs minutes. Il pose peu de questions. Les élèves participent peu. Dans cette observation qui nous a été proposée, il y a un geste qui est insuffisant, par exemple. Lequel, par exemple? Lequel on pense qu'il est vraiment insuffisant ici? Oui. Raho, vas-y.
Rahaloul, oui. Oui, Madame l'inspectrice, il pose peu de questions. Oui, très bien. Il pose peu de questions. Donc, c'est dans les. Il pose peu de questions, très bien. Et nous avons les élèves qui participent peu, très bien. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter autre chose ou déjà elle a ciblé là où il y a. Et quand il pose peu de questions, qu'est-ce qui arrive aux élèves aussi? Qu'est-ce qui arrive aux élèves, par exemple? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, le geste qui est, si on parle de compréhension, automatiquement, le geste Oui. qui est mis en avant et qui est insuffisant dans cette observation, c'est l'étayage. Très bien, merci. La participation est restée limitée. On a les élèves, ils posent une seule question ou ne posent pas beaucoup de questions. Les élèves ne participent peu, donc ils ne construisent vraiment pas le savoir, vu la manière dont l'enseignant les a pris. Et il ne faut pas qu'on oublie également aussi, parce que le geste est professionnel, ce n'est pas le comportement de l'élève. Le geste professionnel est l'action de l'enseignant en réponse à la situation à chaque fois. Donc, on regarde ça aussi. Là, cette situation, elle est beaucoup plus consistante. Peut-être celle-ci, je vais vous la laisser la faire. Peut-être la question 1 et 2, on va essayer de répondre. L'enseignant annonce l'objectif, il explique la leçon pendant 15 minutes. Il pose une seule question et interroge toujours les mêmes élèves. Lorsqu'un élève se trompe, il donne directement la bonne réponse. Il ne fait pas de lien avec les leçons précédentes. À la fin, il dicte la trace écrite. Alors là aussi, quels sont les gestes professionnels qui sont présents ici, qu'on peut voir? Quels sont les gestes qu'on peut voir déjà? Si on essaie de répondre à la question 1 déjà, les gestes professionnels qu'on observe ici. Il annonce l'objectif, donc pilotage. Très bien, il annonce l'objectif, déjà il est dans le pilotage, merci. Et fort de ça, oui. Oui. Ouais, voilà. Alors là, on dit il pose une seule question. Et il interroge. Il pose toujours le même élève. Oui, voilà. C'est ça. Donc là, il pose une seule. Donc là, il a un problème d'étayage. D'étayage, très bien. Comprendre, faire passer son discours. Il est bloqué quelque part, il n'arrive pas à reformuler. Merci. Merci, c'est bien. On passe aussi, est-ce qu'on a un autre geste encore? On a vu le pilotage, on a vu le geste dans lequel il explique l'étayage. Qu'est-ce qu'on voit encore? Il ne fait pas de lien, donc pas de tissage. Oui, pas de tissage également, merci. Pas de tissage. À la fin, il dicte la trace écrite. Ça peut être quoi, ça? C'est la synthèse. C'est la synthèse, donc c'est le savoir. C'est le savoir. Très bien. Si on donnait un conseil à cet enseignant-là, qu'est-ce qu'on lui dirait, par exemple? D'abord, on va prendre la correction, l'analyse qu'on vient de faire. Les gestes qui étaient présents ici, le pilotage, oui, Safa l'avait dit, on avait le pilotage. L'étayage, Fardoussa l'avait dit, il était insuffisant parce que il n'était pas, ce qui était attendu à ce geste n'était pas à son niveau. Le tissage était carrément absent parce qu'il ne faisait pas de lien dans cette séance. Et l'atmosphère était faible. Nous avons le savoir aussi qui est présent parce que vers la fin, il a quand même dicté une synthèse. Donc, la séance, c'est vrai, elle est peu interactive et les apprentissages sont faibles, vu cette façon de travailler. Alors, je vous ai donné ceci aussi, mais quand même, vu ce qui était déjà écrit, vous pouvez vraiment, qu'est-ce qu'on peut conseiller à l'enseignant, j'avais dit, et quand même, je vous ai donné la slide, mais on peut vraiment trouver plusieurs autres conseils qu'on peut donner à cet enseignant. Donc, poser des questions ouvertes, laisser un temps de réflexion aussi parce qu'il avait posé il pose peu de questions ou il pose une seule question. Donc, ça ne permet pas de voir la compréhension des élèves. Les élèves ne vont pas comprendre. Il faut qu'il laisse aussi, lorsqu'il pose des questions, il faut qu'il laisse aussi un temps où les élèves puissent mentalement préparer la réponse. Il doit solliciter aussi beaucoup d'élèves
Et ce qui lui avait vraiment manqué, c'était faire des liens avec des notions précédentes, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive, on peut lui trouver d'autres conseils à donner aussi. Alors, on arrive maintenant au rôle du conseiller pédagogique. Là, j'en ai pris 3 vraiment trop parlants: observer, analyser, accompagner. Cela ne veut pas dire que les compétences de conseiller ou son rôle vraiment se résume à ça, mais il en fait beaucoup plus que ça. Et il accompagne les directions, et à la base, ils font les analyses avec les directeurs d'école, on organise des réunions avec eux, comment dirais-je, peuvent faire aussi, tous les conseillers aussi font des formations, voilà. Mais j'en ai pris ces 3-là, parce que déjà, observer, c'est interpréter. Et analyser, on n'analyse pas une séance, mais le CP analyse ses effets. Et accompagner également ne veut pas dire accompagner quoi, ça ne veut pas dire quoi faire, mais c'est faire évoluer, c'est transformer. C'est pour ça que j'ai pris ces 3 verbes d'action qui sont le cœur du métier du conseiller pédagogique. C'est un rôle très important. Et quand on est dans l'analyse aussi, il ne s'agit pas de décrire, mais c'est de mettre en relation ce que fait l'enseignant, ce que font les élèves et ce qu'ils apprennent réellement. Il y a ça dans l'analyse aussi. Et dans l'accompagnement, il y a une transformation des pratiques. On accompagne un enseignant, on observe quelque chose, dès qu'on observe, on analyse, on lui apporte des soutiens, aides, que ce soit ça peut être une petite formation de proximité, ça peut être un petit entretien après les visites. On lui apporte conseil et là, on doit tendre vers un changement, vers une transformation, quitter d'un point A et arriver à un point B. Et je trouve que ces 3 verbes d'action sont vraiment très, très, très importants. Également, nous avons parlé de certaines postures. On doit parler aussi des postures, je trouvais vraiment incontournables, parce que je reprenne aussi, c'est pas pour vous braquer, chers collègues, mais qu'on reprenne aussi les postures d'un conseiller pédagogique. C'est une posture d'accompagnement. Il doit être amené à observer sans juger, comprendre avant de conseiller, vraiment, aller dans la classe, voir la situation de la classe, parce qu'on ne peut pas conseiller un enseignant qu'on n'a pas accompagné, qu'on n'a pas vu dans la classe. Quel conseil donner, cela n'existe pas. Alhamdoulilah, ça n'existe pas chez nous, mais quand on comprend une situation, on peut apporter ses conseils. Et il doit s'appuyer sur les gestes professionnels. Quels sont les gestes de cet enseignant? Quel effet ça donne aussi après aux élèves? C'est ça qu'on doit veiller là-dessus. Alors, en synthèse, observer une classe signifie analyser les gestes professionnels et aussi, comme je viens de dire, leurs effets sur les apprentissages. Là, je vous propose une grille d'analyse des gestes professionnels. Ça ne veut pas dire que vous manquez de grilles. Les grilles, chaque ordre d'enseignement a ses propres grilles qui changent aussi selon le contexte. Les grilles changent selon le contexte, mais le multi-agenda reste un langage commun. Les multi-agendas, regardez d'abord cette grille, avant de dire autre chose. Nous avons les gestes, le rôle, et nous avons 2 colonnes vides dans lesquelles on va noter ce que fait l'enseignant. Dans ces gestes-là, que fait-il? Et enfin, nous avons la dernière colonne, vraiment, qui est très importante. C'est que l'enseignant fait. Quel effet ça porte sur les élèves? Et c'est là où on va vraiment toucher la posture de nos élèves. Et quand nous travaillons sur le comportement de l'enseignant, à travers ce que nous formons, la transformation que nous cherchons doit vraiment se dupliquer aussi sur les élèves d'une manière implicite. On a travaillé d'abord d'une manière implicite, on a travaillé avec l'enseignant, mais à l'explicite, nous voyons que les postures des élèves aussi ont changé. Donc, les grilles sont là, d'accord? Mais souvent, les grilles restent descriptives. Ça peut être, mais tandis que le multi-agenda permet, une lecture vraiment simultanée d'abord des gestes professionnels
Et ça va nous aider à comprendre les effets sur les élèves et ça va nous donner le passage. On va faire un passage du constat, le passage du constat à l'analyse et de l'analyse au conseil. Un conseil qui soit efficace parce que nous sommes en train de toucher un geste qui n'est pas disponible chez cet enseignant. Cet enseignant a l'habitude d'expliquer, de continuer, de bien faire son travail. Il organise, il fait bien son étayage, son tissage. Mais arrivé à l'atmosphère, c'est une classe vraiment tendue où les élèves ne se posent pas de questions, où c'est l'enseignant qui parle et rien d'autre, personne d'autre. La situation est très tendue. C'est le moment où on va demander de défaire les nœuds. Pourquoi cette posture, pourquoi cette façon de travailler dans la classe? Il faut vraiment une ambiance de travail et une atmosphère beaucoup plus claire ou plus limpide et qui permet aux élèves vraiment d'être très à l'aise. En conclusion, les gestes professionnels permettent d'améliorer l'efficacité de l'enseignement et l'apprentissage des élèves. En conclusion, alors selon les ordres d'enseignement, les outils changent et les pratiques observées diffèrent. Mais ce qui ne change pas, quel que soit le niveau et la discipline, ce sont les gestes professionnels. On peut observer les gestes professionnels à un enseignant du préscolaire, sur un enseignant, ça peut se faire sur un enseignant du primaire, du moyen, du secondaire. Donc, les grilles peuvent changer selon les contextes, mais le multi-agenda, ça va rester vraiment, quel que soit le niveau, ça ne diffère pas. Ce qui ne change pas, ce sont les gestes professionnels. Donc, chers collègues, moi j'ai fini de présenter ce que j'avais à vous présenter cet après-midi. Je ne sais pas si j'ai été efficace, merci bien. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant tout ce temps-là. Et là, maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut poser vraiment une question, j'attends. Je vous écoute, chers collègues. Si vous avez des questions à poser, merci. Je vois Safa, je vois Saïd Barkhad, merci. Merci, chers collègues. Saada, merci. Donc, sinon, j'ai terminé. Je vous remercie énormément, chers collègues, de votre participation active cet après-midi. J'espère que le peu de choses que j'ai pu vraiment faire passer peuvent servir à quelque chose. Étant dans une classe, on pourrait observer ces genres de gestes. Et ne pas croire aussi que c'est vraiment cloisonné. Un conseiller pédagogique du moyen secondaire peut venir dans une classe à la base et observer, grâce à ces langages communs, grâce à ces modèles inspirés de Dominique Bucheton. Et ces gestes professionnels vont nous permettre de cibler nos difficultés et d'accompagner nos enseignants dans l'optique d'améliorer les pratiques pédagogiques, dans l'optique d'améliorer les enseignements apprentissages et dans l'optique d'obtenir de très bons résultats. À la fin, au bout du tunnel, nous avons les élèves. Merci, chers collègues. Je vous laisse, j'ai terminé. Merci à vous. Merci, Raha. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'attends s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. S'il y a un souci, s'il y a Merci à toi aussi. Merci à toi aussi, Mako. Et bon après-midi. Bon après-midi à toi aussi. Maria Roun, merci. Au revoir et merci. Merci Rahaloul, merci. Arab Guelle, merci. Oui, Danat, merci, chers collègues. Nous vous remercions, Madame la inspectrice. Merci. Merci, Noura Ptidan, merci aussi. Je vous remercie vraiment. Vous avez donné votre après-midi, vous m'avez suivi. Et j'espère que cela va contribuer à votre façon de voir, à votre façon d'observer. Et j'espère que ça portera beaucoup plus de fruits. Merci et au plaisir de se retrouver sur notre formation et au plaisir de vous voir vraiment performant dans la chose. Merci, chers collègues.